Après la récolte intensive d'échantillons, la population a été invitée à se rendre dans les centres sanitaires temporaires afin d'y chercher des missions pour permettre la bonne reprise des infrastructures. Depuis maintenant ce matin, le LSES et le BCES, n'ayant plus de courant, ont dû délocaliser leurs bâtiments et se sont retrouvés au niveau des centres sanitaires, au niveau de la Maze et de Paletto. Bonjour, merci de me laisser vous accompagner pour ces analyses. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ce que vous êtes en train de faire actuellement? Eh bien, nous rendons sur différents points et positions qui ont été indiqués par nos concitoyens qui recherchent des bidons. Et une fois sur place, comme vous le voyez, on garde nos distances de sécurité vu que je n'ai pas de tenue. Et mon collègue ici présent, alors c'est une personne qui s'est portée volontaire pour venir aider, vient prélever quelques échantillons dans le bidon afin de pouvoir les analyser et de nous aider à l'avancement pour trouver un remède. Pour vous, le Weasel News a mené une enquête exclusive sur le GAL 21. Vous retrouvez dans cette vidéo bilan l'origine de l'épidémie, des témoignages poignants qui montrent l'inquiétude et l'insécurité de nos concitoyens durant cette crise. Nous verrons ensuite ensemble quelques explications de l'organisation et des moyens mis en œuvre pour lutter contre celle-ci. Enfin, nous avons interviewé certaines entreprises et administrations sur la gestion post-GAL 21 et le retour à la normale. Bonjour à tous. Je tiens déjà à vous remercier pour tout ce que vous avez fait à présent pour la communauté. Cependant, à l'heure actuelle, nous avons encore besoin de vous. On a besoin de relancer les infrastructures vitales pour la production du vaccin. Donc, du coup, je vous demande de vous rendre dans les centres temporaires qui se trouvent à la Maze Bank Arena, à l'Observatoire et à celui de Paletto, afin que une personne qui sera en tenue hazmat noire puisse vous donner une mission et que vous puissiez vous y rendre. Cependant, je tiens à vous préciser également que les entreprises Ron et Evolt ne peuvent plus du tout produire de pétrole ni d'électricité. Donc j'en appelle à votre vigilance sur votre consommation et à privilégier par exemple le covoiturage. Nous avons eu également des remontées comme quoi il y avait quelques accidents de circulation suite à des personnes qui roulaient extrêmement vite. Je vous demande si vous 109, ça en a encore une ou pas? êtes extrêmement prudent Et bonjour, vous venez pourquoi, dans monsieur? votre conduite. Certaines personnes, je vous rappelle, sont sûrement à pied. Donc s'il vous plaît, faites attention. J'espère sincèrement que cette crise va passer au plus vite, mais pour le moment, on a vraiment besoin de vous et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui devant le centre sanitaire temporaire de la Maze Bank Arena. Nous sommes aujourd'hui avec deux médecins qui vont nous expliquer comment fonctionnent les centres. Du coup, messieurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment les patients sont accueillis, est-ce que vous faites dans les centres? Et grosso modo, comme l'électricité est coupée dans les différents centres, dans les LSES et BCES, les centres sanitaires nous permettent d'avoir du matériel avec des groupes électrogènes et de pouvoir nous occuper des patients de la même façon qu'on le ferait dans les hôpitaux. Donc, à ce niveau-là, c'est relativement simple. Il n'y a pas de grande différence avec ce qu'ont pu connaître les patients dans les habitués au LSES ou au BCES. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez du coup nous faire une petite visite Et oui, d'une partie du centre? Et ben on vous suit. Et parler plus fort aussi. Et bon, zone d'accueil standard, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Ok. On a quelques tentes de temporisation dans lesquelles on peut faire patienter les gens. Des gens qui sont en attente de proches, des gens qui sont en attente de soins légers ou qui ont juste besoin d'être rassurés, de temporiser, de se changer ou d'être tranquille, d'être un peu à l'écart. On a ces tentes-là qui sont pour lesquelles ça nous permet de dispatcher les personnes. Ok, très bien. Et suite à ça, donc, on a une seconde zone de filtrage avec un poste administratif.
Donc voilà, pas de choses spécifiques à dire ici. C'est principalement, oui, de l'administratif qui est géré ici. D'accord, très bien. Donc voilà, hôpital, tente laboratoire de campagne, extrêmement fonctionnel avec beaucoup de matériel, donc très pratique. D'accord, donc c'est là où sont menées en tout cas toutes vos analyses sur le Gal 21. Admettons qu'on ait une visite médicale, ça serait ici qu'on ferait les analyses d'échantillons sanguins et salivaires qu'on pourrait faire. Et donc ça nous fait la première partie du centre qui est d'écart avec l'accueil des patients et les zones de traitement pour nous, et après on rentre dans une séance un peu plus intensive dans laquelle on va mettre des patients qui vont rester un peu plus longtemps ou des patients qui ont besoin d'examens un peu plus poussés. D'accord. Et donc ouais, vous avez, on va peut-être aller dans celle du fond, ce sera plus simple. Éviter de filmer les patients qui se font traiter, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Là, je crois qu'il n'y a personne dans celle-là. Ouais. Et, vous pouvez voir un dispositif à peu près standard qu'on a dans les temps, donc avec des lits de soins intensifs, du matériel d'observation, du matériel d'auscultation, d'examination. D'accord, donc là je compte un total de 6 tentes pour 10 tentes, c'est les ça, soins. avec 4 lits dans chaque tente. D'accord. C'est le même dispositif du coup pour tous les centres ou il y en a qui sont différents? Le principe de fonctionnement est le même, par contre la disposition n'est pas la même. D'accord. Bien sûr. Ok. En fait, tous les centres sont sur le même dispositif, c'est-à-dire des tentes de soins comme celle-là, des tentes d'accueil et autres. C'est juste l'espacement entre les tentes, la disposition à l'intérieur et aux alentours du camp qui n'est pas forcément la même. Et c'est pour ça qu'on réserve les camps pour différents usages en fonction de nos besoins. Ok. D'accord, donc c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Le camp de l'observatoire du coup est plutôt réservé aux cas graves et aux besoins intensifs si s'en fait la nécessité. Oui, le camp de l'observatoire, pour le moment, on se le réserve à nous pour des besoins internes et des décisions de bascule si nécessité. Très bien, Faut toujours avoir une roue de secours. je vois. Ok, et du coup de manière plus générale, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment est la situation de votre côté en ce moment? Assez complexe. On essaie de gérer au mieux, notamment avec tous les barils et l'ensemble des appels citoyens. On est beaucoup dans la réactivité et on aimerait être plus dans l'anticipation. Mais dans l'ensemble, on reste quand même très satisfait de ce qu'on arrive à faire, du nombre d'effectifs qui arrivent à se rendre disponibles. Je pense que beaucoup qui avaient des congés ou qui avaient des astreintes n'en font pas, n'en prennent plus et se mettent au service de la population. Et alors, je parle uniquement en mon nom, mais je pense que je peux m'exprimer assez facilement au nom de la direction et des deux hôpitaux. On est très fiers de nos effectifs et de ce qu'ils arrivent à faire auprès des patients. Oui, la situation est compliquée, mais pour le moment, elle n'est pas non maîtrisée. Ok. Et donc, depuis que l'épidémie s'est déclarée et se propage sur l'île, et quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées, vous, en tant que médecin? Les analyses, je pense qu'on peut dire ça comme ça. À chaque fois qu'on a des nouvelles maladies, qu'on est confronté à des nouvelles choses, la capacité d'appréhender la situation. Excusez-moi. Bien sûr. Capacité à appréhender la situation, à chercher à réagir au mieux et à prendre des bonnes décisions, sans connaître forcément les conséquences à l'avance. Je pense que c'est surtout ça qui est le plus compliqué à gérer de notre côté. Ok. Très bien. Et du coup, est-ce que vous avez des informations concernant l'avancée sur la recherche d'un vaccin? On sait que du coup, il y a la population qui a été mise aussi à contribution pour la récupération des échantillons. Est-ce que du coup, on a plus d'informations à ce sujet?
Pour le moment, négatif, le CDC communique régulièrement sur les canaux gouvernementaux. On attend, on a toujours plus d'informations à ce niveau-là pour savoir ce qu'il en est. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations que vous à ce sujet. Point de vue un petit peu plus organisationnel, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser avec du coup toutes les différentes institutions qui entrent en jeu, donc que ce soit les forces de l'ordre, le gouvernement, les mairies, et donc vous, les médecins? On a des canaux de discussion en commun, on essaie de faire des réunions au moins quotidiennes et des points d'avancement réguliers. On communique fréquemment entre personnels référents des différents services pour se maintenir à jour des informations qui nous parviennent. Sachant que ce qui passe avant tout, c'est s'occuper des patients. Des fois, la communication arrive un peu plus tardivement, on en est un peu conscient, mais on essaie de gérer un peu au fur et à mesure que ça vient en communiquant entre soit personnes référentes, soit par radio entre nous, soit dans nos canaux en interne. Ok, d'accord. On sait qu'il y a eu un document, notamment pour la récupération des bidons, qui a été mis en place, il me semble, par le gouvernement. Ouais. Ça a pu bien vous aider, ça, ce document, ce que j'ai compris, global et commun aux médecins, forces de l'ordre et autres institutions? Clairement, ça nous a permis de nous organiser plus simplement. Encore une fois, comme on ne savait pas à quoi s'attendre, on a fait ce qui semblait au mieux, surtout pour les personnes disponibles qui étaient à ce moment-là. Donc oui, ça nous a aidé. Ce qui nous a le plus aidé, c'est la mobilisation de tous les citoyens, quelles que soient leurs activités et leurs métiers. On a vraiment eu beaucoup de retours et beaucoup de mobilisation de leur part pour venir nous aider, nous assister, à nous remonter des informations sur les barils, à nous suggérer des améliorations, des façons de fonctionner. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié. En tout cas, de notre côté, c'est rassurant de voir qu'on a la population qui se mobilise de ce côté-là. Alors comment ça se passe quand on part faire des missions? En fait, il y a une zone qui nous est attribuée. Et après, faut creuser pour pouvoir faire les réparations, de ce que j'ai compris. D'accord. Et donc là, pour vous, c'est ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc ça dure une dizaine de minutes pour recommencer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait fait notre part et qu'on puisse aller un peu plus loin. De ce que j'ai cru comprendre, c'est des sites qui reviennent jusqu'à ce qu'on réussisse enfin à tout remettre debout. Et bonjour, donc vous êtes en mission, c'est ça? Oui, c'est exact, Tout à oui. fait, oui. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Est-ce que vous savez un petit peu? Actuellement, Correct. on fait la maintenance des machines, finalement. Il y avait besoin de main-d'œuvre, donc on est venu pour aider. Ça fait longtemps que vous en faites là aujourd'hui? Moi, je suis arrivé vers 18h15, un truc comme ça. Moi, ça fait un peu plus d'une heure. J'en suis, si je dis pas de bêtises, la 5 ou 6e. Et bonsoir, Brian Blakeney du Weasel News. On se retrouve aujourd'hui avec le gouvernement. Messieurs, dames du gouvernement, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement comment ça se passe pour vous pendant ce temps de crise et comment vous êtes organisé? Écoutez, là on est deux, donc on participe à l'effort collectif et on aide comme on peut au rétablissement des infrastructures. On reste en lien et en communication avec tous les états-majors et malgré le manque de moyens de communication, on arrive quand même à se débrouiller et à ce que ça avance, quoi. Ok, du coup vous faites des points réguliers avec les médecins, forces de l'ordre Oui, on a eu notre point à 18h. Après, là, j'avoue que là, la priorité, c'est surtout de réparer les infrastructures. Donc, on n'a pas d'autres nouvelles si ce n'est cette mission principale. Ok. Est-ce que vous auriez potentiellement un message à la population, des recommandations ou autres à partager?
Déjà, je vous remercie tous pour l'effort qui est fait. Je pense que dans ces temps difficiles, faut faire preuve de solidarité et que tout le monde participe à la résolution de tout ça, de cet événement. Bien, la question est toute simple. C'est en ces temps où aucune communication est possible par téléphone, comment vous organisez-vous et comment vous tournez actuellement pour l'émission? On fait ce qu'on peut. Là, on s'est retrouvés, nous, à notre taf, donc c'est très bien. Mais c'est... Voilà, sinon, on roule tout seul, quoi. On fait comme on peut. Voilà. On est... C'est un peu la cata, en fait. Parce que niveau communication, on peut communiquer, donc du coup, c'est compliqué, quoi. Très bien. Et est-ce que vous arrivez à trouver de la nourriture? Est-ce qu'entre vous, vous arrivez à vous dépanner? Oui, de ce côté-là, oui, ça va. On n'a pas de... On s'entraide. Tout ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête vite. Bien, bonsoir monsieur. En tout premier abord, nous voulons savoir si de votre côté, comment vous vous organisez pour ces missions. Je me suis regroupé avec mes collègues d'entreprise et on s'est mis par binôme et genre dépose un sur son point et moi je vais après sur le mien et à la fin on se retrouve à l'endroit où j'ai déposé. Vous faites du coiturage avec vos collègues? Ouais. Actuellement, en question de ravitaillement, donc nourriture, médicaments, est-ce que vous entraînez avec vos collègues actuellement pareil? Avec Ouais, d'autres moyens? pareil, on essaye de regrouper toute la bouffe et les médocs qu'on a et on se les partage, ouais. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, lors de ces missions, à faire du coiturage avec un inconnu pour faire avancer tout ça? Ouais, ça me dérangerait pas, si ça peut aider, aucun souci. Cette petite question, ça sera pour but de savoir comment vous vous organisez pour l'instant sur ces missions. Hey yo Emilio, comment ça va? Alors actuellement, nous au BCSO, on est répartis un peu partout sur l'île et on fait les missions comme tout citoyen. On a encore heureusement l'accès à nos radios, donc on peut communiquer grâce à la radio, mais on n'a pas accès à nos outils, donc on fait un petit peu, on est revenu à l'âge de pierre, on fait... Nous allons passer du côté du ravitaillement. Comment ça se passe, vous, de votre côté? Est-ce que entre collègues, vous vous entraidez ou c'est directement au BCSO Alors actuellement, on a encore un peu d'essence au BCSO, donc on peut remplir nos véhicules au BCSO, enfin, pas nos véhicules perso, mais les véhicules de police. Et question de nourriture, médicaments, actuellement? Pareil, on a encore un petit stock au bureau, donc pour l'instant, on survit avec les stocks. Et pour finir, actuellement, en termes de binôme, on va dire ça comme ça, vous êtes prêt à collaborer avec n'importe qui actuellement? Ah, actuellement, on collabore avec tous ceux qui sont prêts à aider. De toute façon, tout le monde est le bienvenu pour aider à ce que ça s'arrange. Et bonsoir Neige, nous vous accueillons ici pour répondre à quelques questions par ce temps de crise actuelle. Nous voulons savoir comment vous vous organisez. Alors concrètement, nous, on fait en fonction de ce qui arrive sur nous, c'est-à-dire que l'essentiel de cette journée, c'est basé sur un constat au niveau des nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'on avait des messages d'entreprise qui disaient qu'ils ne savaient pas trop quoi faire, et au-delà de ça, nous avons les médecins qui nous ont partagé le fait que beaucoup de nouveaux arrivants n'avaient pas les moyens de se payer des sandwichs et des bouteilles d'eau. Donc nous avons mis en place une aide en contactant les associations caritatives, donc la Fondation Collins et l'ENA, afin de proposer aux nouveaux arrivants un lieu de rendez-vous pour qu'ils puissent se réapprovisionner. Nous avons aussi appelé le Yellow Shack afin qu'ils puissent nous livrer de quoi manger et boire pour ces personnes, qu'on a mis ensuite dans des camionnettes et qu'on a mis au niveau des points d'urgence. L'idée simple, c'est que ensuite on a fait une communication autour de ces points d'urgence, disant aux nouveaux arrivants, si vous avez besoin, rendez-vous ici. Plus tard, nous avons également iVolt et la Pause Cazet qui nous ont proposé leur aide. iVolt pour à manger et boire et la Pause Cazet pour des médicaments et pour manger et boire. On a discuté avec le Weasel aussi, notamment pour de la communication au niveau des bandeaux. Préparer quelque chose également afin que les nouveaux arrivants puissent travailler ensemble plutôt que tout seul en bénévolat pour aider la ville.
Concrètement, ce qu'on avait peur, c'est que si les gens se déplacent tout seuls, les malaises, les problèmes de communication, etc., on ne voulait pas que les gens se retrouvent seuls et démunis de tout moyen de se mettre en sécurité ou de manger, boire, etc. Donc on a essayé de mettre les nouveaux arrivants en communication via les associations qui étaient ici pour distribuer à manger et à boire. Ça a l'air de bien se dérouler. Et, actuellement, cette solution de pouvoir distribuer la nourriture grâce aux associations, combien de temps cela peut durer actuellement? Concrètement, on ne sait pas trop parce que ça dépend vraiment de si les gens sont aptes à donner et s'il y a encore du stock ou quoi. Là, je pense qu'avec les stocks dont on a connaissance, on peut tenir minimum une journée, maximum 3 jours, je pense. Donc, En parlant justement de ce problème téléphonique et de communication actuelle, prévoyez-vous du coup une communication particulière pour justement se tenir au courant des situations actuelles et pouvoir gérer par exemple les stocks et autre Pour le chose? moment, on n'a pas encore discuté avec notamment monsieur le maire adjoint et madame la maire sur comment gérer ça. Des plans pour la communication, il faudrait qu'on se trouve et qu'on se donne rendez-vous aux endroits et qu'on se chope au bon moment en fait. Donc si je vois monsieur Lee, forcément que ça va être plus facile. Maintenant, si je ne sais pas qui travaille à la fondation, ça va être plus compliqué. En parlant aussi de l'effort collectif, nous avons pu voir déjà précédemment que la mairie a mis la main à la pâte. Est-ce que cette initiative continue toujours aujourd'hui? Concrètement, oui, on est là-dedans depuis les tout débuts. Malgré les soucis qu'on a pu avoir de remontée qui étaient un peu difficiles à obtenir étant donné la situation, depuis le début, on est à fond dedans. Mais moi, personnellement, je ressors d'une tournée de plusieurs missions en groupe et j'ai passé toute la journée à faire de la gestion d'informations et aller voir les gens pour savoir comment ça va, s'ils avaient des choses à dire, des besoins, etc. Donc, que ce soit moi, madame la maire ou toute notre équipe, on est au taquet. Espérons que la situation quand même évolue positivement assez rapidement. En tout cas, je vous remercie Effectivement. d'avoir répondu à nos questions. Pas de souci. En ce temps de crise, nous voudrions savoir comment vous vous organisez, comment actuellement vous avez pu déjà vous retrouver. Bah, avec ma femme, c'était facile. On habite au même endroit. Et puis avec Jake ici présent, on a eu de la chance. Il est passé devant chez nous pile poil quand on est sorti. Donc c'est vraiment un coup de chance, le hasard. Et puis puisqu'il est conseillé de covoiturer un maximum, on est venus tous les trois bosser ensemble. Alors le problème c'est que malheureusement on n'est pas envoyé au même endroit, donc seulement l'un d'entre nous peut travailler à chaque voyage, mais on essaye quand même de se rendre aussi utile que possible. Du coup, si ça vous, lors de ces missions, vous covoiturez avec d'autres personnes actuellement? Pour l'instant, tous les trois. Avec ma chérie, on vient juste de se réveiller, donc on n'a pas eu l'occasion de faire d'autres missions à part ce soir. Pour ma part, si, je suis arrivé à peu près aux 2000 missions faites. Donc oui, on covoiture beaucoup. On essaye de faire en sorte d'utiliser le moins possible d'essence, parce que c'est très compliqué à l'heure actuelle. Donc le véhicule électrique ou vélo, besoin. Aussi actuellement, aux questions de tout ce qui est ravitaillement, nourriture, médicaments, comment vous vous organisez là-dessus? Vous entraidez entre vous, vous servez dans les entreprises? Nous, on n'a pas d'entreprise avec ma femme, donc on fait avec ce qu'on a à la maison. Pour l'instant, ça le fait. À voir combien de temps ça va durer. Voilà, on a des réserves chez nous, donc ça va encore, mais il y a des moments où ça va être un peu plus compliqué. On voudrait savoir, par ce temps de crise, comment vous vous organisez? On essaye de prendre un véhicule 4 places et être au maximum dedans pour éviter justement qu'il y ait des pénuries. On bosse à plusieurs, comme ça évite la pénurie, tout ça. Question ravitaillement de nourriture, etc. Comment ça se passe pour vous? Pour l'instant, nous, ça va, mais j'ai eu un officier tout à l'heure qui m'a dit qu'on pouvait se rapprévisionner à la Maze Bank. Et pour finir, est-ce que vous, de votre côté, quand vous faites des missions, vous êtes prêt à collaborer avec n'importe qui actuellement? Ça reste à voir, hein, parce que je suis quand même criminel, je vais pas non plus m'amuser à travailler avec n'importe qui quand même. Mais bon, si je dois emmener un civil, il n'y a pas de souci sur ça. Je vais pas m'amuser à aller voir d'autres gangs et aller leur dire « Allez, vas-y, monte !»
Donc, monsieur le shérif et madame la shérif adjointe, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre travail a été impacté sans le téléphone? Bah, c'est plutôt simple. Sans téléphone, on a déjà plus la moindre communication par téléphone, que ce soit entre nous ou avec les autres services, les administrations, les bureaux des procureurs, toutes ces choses-là. Et surtout, on n'a plus le moindre message entreprise. Donc on n'a surtout plus le moindre signalement de délit ou quoi que ce soit. Les personnes ne peuvent plus nous signaler les problèmes rencontrés. Donc on est forcément obligé de se positionner dans des zones stratégiques, de manière à pouvoir intervenir le plus rapidement possible, notamment auprès des médecins. Et du coup, aujourd'hui, quelle est la priorité du BCSO? Bah, aujourd'hui, la priorité, elle va être déjà protéger autant que possible les citoyens. Donc en priorité, les médecins qui sont sérieusement demandés en cette période. Et derrière, d'aider au même titre que le reste de la population sur toutes les missions à réaliser. Et bonjour, Brian Blackenley pour le We The News. On se retrouve aujourd'hui sur le terrain avec le LSPD qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe de leur côté, comment ils s'organisent, les difficultés qu'ils rencontrent, tout en travaillant, comme vous le voyez, pour aider la population. Allez, venez avec nous. Et rebonsoir, commandant. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer, grosso modo, comment est-ce que ça se passe actuellement pour vous? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? À l'heure actuelle, avec les agents du LSPD, on essaye d'aider un maximum la population. En accomplissant aussi des tâches comme pour tout le monde, tout en gardant quand même un maximum d'agents sur le terrain. Ok, très bien. Et du coup, comme on peut le voir derrière nous, donc vous faites des patrouilles mixtes, si j'ai bien compris, avec la population, histoire de covoiturer et aussi de garder cet esprit uni dans la difficulté. Ah ouais, bien sûr, depuis début d'après-midi, on a des agents qui sont en train de tourner avec plusieurs citoyens de toutes parts qui sont volontaires et qui font eux aussi avec nous des missions main dans la main. Ok, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez actuellement qui n'ont pas encore été résolues? Non, à l'heure actuelle, tout se passe relativement bien. C'est tous les jours de nouveaux défis, mais on arrive relativement vite à s'adapter, à lancer la machine et surtout à faire en sorte que tout le monde arrive à se sentir utile et accompagné et que personne ne soit seul. Merci d'être à la caméra pour ce petit micro-trottoir. Donc on vient d'être vacciné. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez prévu là une fois que l'épidémie est passée? Bah écoutez, depuis que je me suis fait vacciner, je me sens beaucoup moins malade, même plus du tout malade. Je me sens revigoré. J'ai l'impression que le vaccin a une action ultra positive sur mon organisme. Tous mes sens sont éveillés, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus d'effusions bizarres, j'entends plus rien d'anormal. Tout est super, tout est super. Avec la vaccination, je suis beaucoup moins grognon. Bah c'est super positif. Est-ce que vous avez prévu des choses maintenant que l'épidémie est passée? Alors là, des choses. Je vous fais le programme. L'interview va durer très longtemps. Ça va être un reportage carrément le bordel. Ah oui. Mais bien sûr qu'on a prévu des trucs. On va être là dans toute la ville. On va répandre du rose partout. On va taguer tous les murs, toutes les portes. Cette ville sera rose. Le rose dominera. Vive les maths. Bah écoutez, pour l'instant ça va, j'ai pas eu effet secondaire pour l'instant. Après le médecin m'a bien prévenu que c'était un peu expérimental, il savait pas trop, peut-être j'allais avoir effet secondaire dans la nuit ou quoi. Après pour le moment je pense on va profiter un peu du retour à la normale, revoir un peu les amis qu'on n'avait pas pu voir pendant tout ce temps quoi. Alors à l'heure actuelle je me sens très bien et pour la suite, bonne question. J'espère recommencer à travailler bientôt. Et puis voilà. Et très content que ce soit terminé. Alors, je me suis fait vacciner tout à l'heure. J'ai ressenti aucune différence à part que j'ai plus de symptômes pour l'instant. J'ai pas la 5G. Et je suis pas mort non plus. Donc tout va bien. Et en termes de projet, je prévoyais de me marier. Donc ça m'arrange beaucoup si l'épidémie elle se termine. Et bah félicitations à vous du coup. Merci.
Suite à la persévérance et aux efforts intensifs de l'ensemble de la population, tout horizon confondu, un vaccin a pu être développé et les infrastructures ont pu reprendre un fonctionnement normal. Nous sommes partis à la rencontre des entreprises pour comprendre leur situation actuelle. Bonjour Monsieur Tremblay. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de votre temps pour répondre à quelques questions concernant l'épidémie qui s'est produite il y a quelques jours. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous vous êtes organisé au sein de Rhône Petroleum pendant cette crise? Au début de la crise, j'avais mes employés à pied d'œuvre afin de remplir les stations le plus possible, puisqu'on avait des génératrices à notre champ et notre zone de transformation, afin que le monde puisse parcourir l'île sans souci pour répondre aux demandes sanitaires que le gouvernement nous avait demandées. Après ça, quand on a eu la panne générale, on a dû complètement arrêter et mes employés se sont mis à pied d'œuvre pour aider la population du mieux qu'ils pouvaient. D'accord, merci. Et quelles conséquences cette épidémie a eu sur votre entreprise? Un arrêt complet de nos services. Sinon, beaucoup d'entraide. J'ai personnes qui ont travaillé non-stop pour aider la population. Je leur remercie. Et comment gérez-vous maintenant l'après? J'ai une équipe de feu, se sont dévoués corps et âme vendredi pour remplir un temps record et remettre sur pied toutes les stations de l'île. Je ne peux que les remercier encore une fois. Là, présentement, on gère avec une équipe un peu plus réduite pour qu'ils puissent se reposer parce que ça a été éprouvant pour tout le monde. Est-ce que vous considérez que vous avez pu retrouver un fonctionnement normal? Présentement, oui. Oui, ça tourne à un rythme régulier, je pourrais dire. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay, de nous avoir accordé ce temps. Ça fait plaisir. Et bonsoir, bienvenue sur le Weasel News. Nous sommes avec Monsieur Auguste Abraham, directeur de eVolt. Bonsoir Monsieur Auguste. Et bonsoir. Du coup, on souhaitait revenir avec vous sur l'épidémie GAL 21 et notamment vu du prisme d'eVolt. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes organisé pendant cette épidémie? Alors au début de l'épidémie, on était assez finalement dans le flou parce qu'on s'était retrouvé avec des coupures par intermittence qui se réalisaient de manière finalement assez régulière. De notre côté, en tant que fournisseur d'énergie exclusivement pour les véhicules, nous n'avions pas la main pour pouvoir réaliser quoi que ce soit, pour justement maintenir une électricité stable. La seule chose que nous pouvions faire, c'était de continuer d'alimenter la centrale électrique, de fournir la centrale électrique et après, elle décidait de ce qu'elle faisait des batteries qu'on leur vendait. Sur la suite des événements, une fois que la crise s'est réellement installée, qu'il n'y avait plus d'électricité, que nos machines se sont éteintes, ça a été une initiative de mes employés que de proposer de l'aide finalement à l'ensemble de la population pour pouvoir se déplacer sur les différents lieux qui étaient missionnés par justement l'agent du gouvernement, si je me trompe, qui était présent dans les centres sanitaires. Donc ça s'est fait finalement assez naturellement. Les équipes se sont organisées pour pouvoir au mieux répondre aux besoins de chacun et de pouvoir aider finalement tout un chacun à rejoindre les différentes zones qu'ils avaient besoin. Ok, et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a eu des conséquences ou des impacts sur votre entreprise ou votre manière de travailler? Non, pour le coup, absolument pas, aucune conséquence. Ça a été fait, comme je vous ai dit, c'est parti de mes employés à la base, donc ils étaient tous volontaires pour le faire. Et là-dessus, je ne peux être que fier d'eux et les remercier du travail qu'ils ont réalisé durant cette période-là. Mais sinon, non, aucune conséquence. Nous, de notre côté, on a eu finalement notre travail qui a été arrêté, mais les équipes se sont motivées pour pouvoir
trouver une autre manière de travailler en aidant tout un chacun à travailler lui aussi. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt pratique de les avoir. Et du coup, maintenant que la crise est finie, comment est-ce que vous gérez du coup l'après-crise? L'après-crise a été de finalement réapprovisionner de manière le plus efficacement possible les différentes stations de l'île, que ce soit les entreprises, les stations publiques disponibles pour tout le monde. Et là, on a commencé à reprendre depuis hier une activité, je dirais, normale au niveau du travail du hut. Ok, donc ouais, vous avez pu sortir entre guillemets la tête sous l'eau et fin de l'eau et puis reprendre votre activité. Ok, très bien. Et ben merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et bonjour, bienvenue du coup sur le Weasel News. Nous sommes avec Monsieur Lee de l'ENA. Du coup, Monsieur Lee, bonjour. On souhaiterait vous poser quelques questions du coup sur l'épidémie qui nous a touché, le GAL 21. La première question qu'on aimerait aborder, c'est du coup concernant les distributions de nourriture que vous avez pu faire. Est-ce que vous avez une idée des coûts que ça a pu avoir, des implications que vous avez dû mettre pour mettre ça en place? Bonjour. Alors, en termes de coûts bruts, c'est seulement lorsqu'on a décidé de mettre en place les sandwichs et les bouteilles d'eau de Ginette que ça nous a coûté. On a récupéré en gros 400 sandwichs et 600-700 bouteilles d'eau pour tout le monde à mettre en libre service. On a aussi pu compter sur l'aide d'entreprises comme Evolt ou d'institutions comme la Mairie Sud pour nous avoir donné de la nourriture. Plus de 100 kilos, plus de 600, 700 en termes de quantité de nourriture et de boissons, et ainsi que de l'aide d'autres associations et de particuliers. Pour ce qui est des dépenses brutes, on est sur du 33 000 $, et tout le reste ont été des dons ou des ressources de membres de l'ENA, donc des dépenses indirectes. D'accord, ok. Et du coup, par rapport à l'organisation, donc est-ce que c'était une initiative que vous aviez pris tout seul, ou est-ce que vous aviez potentiellement vu avec les institutions, gouvernements, mairies ou les entreprises directement pour vous organiser ou voir s'il y avait déjà des choses de prévues? Alors, la Mairie Sud a été très réactive sur la question. Ils nous ont tout d'abord proposé de distribuer leur stock à eux, parce qu'ils le faisaient déjà apparemment directement en mairie. Mais pour des questions d'efficacité, ils nous ont demandé si c'était possible de notre côté de distribuer de la nourriture. Et suite à ça, on s'est organisé, on a vu plusieurs organisations pour notamment éviter que des personnes viennent se servir de la nourriture du Yellow Jack ou du Black Cat directement dans nos coffres. D'où cette idée justement de mettre à disposition les sandwichs et des bouteilles d'eau, qui sont certes peu nourrissants, mais la difficulté c'était surtout que les nouveaux arrivants n'ont pas les moyens de se payer des sandwichs ou des bouteilles d'eau. Ils arrivent avec 1 000 $ et on va dire que un sandwich de bouteille d'eau, ça doit faire quoi, presque 80 $. Donc on tient pas très très longtemps avec ça. Ouais. Et du coup, justement, en parlant de nouveaux arrivants, comment ça s'est passé du coup l'aide que vous apportez, je dirais quotidiennement aux nouveaux arrivants? J'imagine que ça a été plus compliqué de les aider sur certains points. Mais je pense que aussi certains se sont peut-être sentis un peu perdus et laissés pour compte. Comment ça s'est passé du coup sur les nouveaux arrivants principalement? C'est très difficile à quantifier en réalité, parce qu'en temps normal, les nouveaux arrivants nous contactent par SMS. Au plus haut de la crise, on n'avait plus de téléphone, et donc c'était de la chance, du libre service. J'ai rencontré un nouvel arrivant qui sortait de l'aéroport dans cette période-là. C'est pas évident. On a essayé de faire au mieux, mais tout en ne le bombardant pas trop d'informations et en lui faisant sentir l'urgence de la situation, notamment du fait que les organismes habituels, les institutions habituelles telles que les mairies ne sont pas disponibles pour les aider, fournir les tickets, etc. Donc on a fourni des aides financières, on a donné quelques conseils pour se repérer et trouver les endroits où il faut aller, et après on leur a dit voilà, revenez à la fin de la période de crise,
aller voir directement les mairies à ce moment-là, lorsqu'elles seront plus disponibles pour les aider. Autrement dit, on a dirigé les nouveaux arrivants comme on pouvait, ceux qui avaient la chance de nous croiser, et on les a invités à revenir nous voir une fois que la crise est terminée. Ok, je vois, très bien, merci. Et du coup, justement, maintenant que la crise est terminée, comment est-ce que vous gérez l'après-crise et le retour si je puis dire, la vie normale? Le retour à la vie normale, il s'est fait brutalement, mais pas de façon violente. Voilà, tout le monde est revenu à ses habitudes. Donc nous, on revient aussi nous-mêmes à nos habitudes. À savoir, cette fois, on est contactable, on est joignable par SMS, on fait des aides financières pour les permis. En fait, on reprend exactement ce qu'on faisait avant. On a sans doute quelques projets de distribution mobile de nourriture et de médicaments, éventuellement des distributions fixes, comme le fait par exemple la Fondation Collins les mercredis soirs. Mais on reprend nos habitudes. Ok, et donc avec oui, potentiellement quelques petits projets qui seraient potentiellement nés du coup pendant l'épidémie. En fait, ce sont des choses qu'on a toujours faites, un peu naturellement. Il y a des travailleurs de Pôle emploi qui nous ont croisés lorsqu'on est en distribution de nourriture. Mhm. Peut-être que cette crise a aussi fait on va dire réveiller un peu la flamme chez certains qui vont être d'autant plus motivés pour reprendre toutes ces activités. Ok, et on l'espère. Et merci beaucoup à vous, Monsieur Lee, pour avoir répondu à toutes ces questions. Bonjour Monsieur Parnasse. Bonjour. Donc, on est ici pour vous poser quelques questions par rapport à la crise sanitaire qu'on a vécue il y a quelques jours. Est-ce que déjà vous pourriez nous expliquer comment le Black Cat s'est organisé pendant cette crise? Au niveau du Black Cat, nous on a décidé de fermer assez tôt, de façon à pouvoir demander, parce que on a demandé à nos employés d'aller soutenir l'effort. En fait, le 1er novembre, on a décidé à midi de fermer le Black Cat et de demander à nos gars d'aller à ce moment-là d'aller aider à la recherche de sources, si j'ai tout bien compris, pour permettre à nos gars d'être libres et de travailler à l'effort commun. D'accord. Et quelles conséquences y a-t-il eu sur votre entreprise suite à cela? Il y a sans doute des conséquences financières, mais ça, comme tout un chacun, on va pas se mentir. Sans doute le plus complexe est la gestion de la reprise, où on a dû, lors de la reprise, s'assurer d'avoir des stocks quand même conséquents. Donc nos fournisseurs ont dû bien trimer pour refaire le stock, on va dire ça comme ça. Et puis surtout, on a dû limiter au début en termes d'import, d'achat de nourriture, de façon à pouvoir permettre à ce que tout le monde en ait. Et ensuite, progressivement, on a réouvert les vannes à tout le monde et sans masse critique, on va dire ça comme ça. Et donc, vous avez pu maintenant retrouver un fonctionnement normal? Ouais, je pense que maintenant, on est revenu sur un fonctionnement normal. Alors, on a encore des grosses commandes parce qu'on a encore des personnes qui souhaitent refaire leur stock. Mais je pense que d'ici ce début de semaine, on sera en fonctionnement tout à fait classique. Là, on est encore peut-être dans un fonctionnement où on a plus de commandes qu'à l'accoutumée. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour répondre à nos questions. Avec plaisir, merci. Et bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve avec Monsieur John Dis, directeur du Yellow Jack. Bonsoir, Monsieur Dis. Bonsoir. On voudrait du coup revenir un peu avec vous sur la gestion de crise côté Yellow Jack. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu du coup comment vous êtes organisé pendant la crise? J'avoue que nous, au niveau du Yellow Jack, on a eu cette chance, entre guillemets, d'être infectés relativement tardivement. Bien sûr, on avait pris rapidement la décision de fermer le Yellow Jack pour essayer de limiter et de contenir au maximum l'épidémie. Il y a aussi après, par la suite, mercredi, où nous sommes réunis avec l'ensemble des patrons des autres entreprises afin de se répartir des zones pour essayer de couvrir au mieux le territoire de San Andreas. Et aussi, on a essayé d'apporter notre soutien aux entreprises qui avaient besoin notamment de nourriture, tout ça, parce qu'on savait qu'au niveau du Black Cat, les stocks étaient limités et ça allait être compliqué. Il y a la mairie du Sud qui nous a sollicité justement parce qu'elle avait besoin de stocks pour aider les nouveaux arrivants, parce que
nourrir avec des bouteilles d'eau et des sandwichs, c'est pas toujours évident. Malheureusement, on n'a eu aucun contact avec la mairie du Nord pendant cette épidémie, sauf le vendredi justement pour nous annoncer l'annulation du marché qui devait se tenir hier justement. D'accord. Donc vous n'avez pas eu de contact concernant une distribution potentielle de nourriture ou autre, Non, non. vraiment lié à l'épidémie, quoi? Non, pas du tout. OK. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu des conséquences sur votre entreprise? J'imagine qu'il y a eu des impacts, notamment en termes de stock? Alors en termes de stock, oui, mais après, c'est aussi pour la bonne cause et ça reste, on va dire, minime. Après évidemment que, financièrement, ça reste un manque à gagner, on va pas se le cacher et qu'une perte, côté nourriture et médicaments. Mais, fort heureusement et grâce justement à l'effort commun, la crise a été endiguée, assez rapidement. Nous, de notre côté au Yellow, personne a de séquelles et j'espère que c'est aussi le cas justement, pour l'ensemble de la population. On s'estime quand même relativement chanceux, de la situation, quoi. OK. Et du coup, comment est-ce que vous gérez, l'après-épidémie? On a reconstitué, nos stocks justement, aujourd'hui, que ce soit, en nourriture et en boissons. Par conséquent, du coup, on a réouvert, aujourd'hui, également. On peut reprendre justement donc un fonctionnement, normal. On tient quand même à exprimer, notre, gratitude envers, toutes les personnes qui ont apporté leur aide, pendant cette crise. Car, si aujourd'hui toutes les entreprises, ou presque peuvent, réouvrir, c'est grâce à l'effort commun. Et donc, on espère que, justement, cette période restera, derrière nous et qu'on n'aura plus ce genre de crise à l'avenir. OK, donc vous n'avez pas eu trop de soucis, justement avec vos fournisseurs pour pouvoir, vous réapprovisionner et pouvoir repartir sur un fonctionnement normal, quoi? Non, non. OK, très bien. Eh ben, merci beaucoup monsieur 10. Bonsoir Madame Hoffmann-Wells et bonjour Monsieur Calabron. Merci de nous Bonsoir. accueillir dans vos locaux. Bonsoir. On vient à votre rencontre ce soir donc, concernant la dernière semaine que l'on a vécue sur l'île avec l'épidémie de GAL 21. On avait quelques questions à vous poser concernant votre vécu sur cette semaine. Donc, dans un premier temps, comment vous êtes-vous organisé au sein de l'entreprise pendant la crise? Alors, dans un premier temps, le moment était à la prudence, donc nous avons cessé les activités comme une bonne partie des entreprises, le temps de récupérer des informations et de s'organiser correctement sans mettre en danger la santé de nos employés. Et puis nous avons ensuite transmis les informations au fur et à mesure qu'elles venaient et nous avons été globalement au début une entreprise comme les autres. Ok. Que durant cette crise, est-ce que vous avez eu un rôle à jouer et une aide importante dans la recherche du vaccin? Alors, assez rapidement, c'est-à-dire dès dimanche après-midi et en soirée, un peu après la déclaration des premiers malades, nous avons été contactés par les médecins et nous avons effectivement rassemblé le pôle recherche pour travailler avec les médecins de cette île sur le problème. Malheureusement, les agents fédéraux sont intervenus interrompre notre travail et nous avons été sortis de la boucle à partir de là. Ensuite, nous avons participé comme un bon nombre d'entreprises, à la recherche et au soutien des médecins et de l'ensemble de la population pour la suite. Quelles ont été les conséquences que vous avez pu avoir sur l'entreprise pendant cette semaine? C'était une semaine assez mouvementée, inhabituelle. Avec l'arrêt du travail, nous avons tout de même rempli notre rôle de recherche d'abord pour des échantillons, donc les tonneaux, puis aider au maintien des infrastructures de la ville. Globalement, les personnes n'ayant pas travaillé, effectivement, c'était très inhabituel, mais ça n'était pas différent des autres entreprises à ce moment-là. Donc, comment avez-vous géré donc l'après-épidémie avec un retour plus ou moins rapide à la normale? Alors, le retour à la normale s'est fait en douceur. Alors, à tout moment, Human dispose des réserves nécessaires à la gestion des crises de ce genre. Nous étions loin d'une pénurie, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Nous avons aujourd'hui retrouvé un fonctionnement standard et on ne prévoit aucun impact sur le long terme de cette épidémie. Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonjour Madame Martin. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps pour répondre à quelques questions concernant l'épidémie qui a eu lieu il y a quelques jours. On souhaiterait déjà savoir comment vous vous êtes organisé au sein du zombie pendant la crise. Et bonjour et merci de m'écouter et toujours disponible pour le Weasel évidemment. Déjà pendant la crise, on a dû s'adapter comme tout le monde, c'est-à-dire que on a divisé, on a choisi de rester ouverte et on a divisé les troupes, c'est-à-dire une partie des employés qui partaient aider la recherche et une autre qui continuait à faire les
les réparations et les dépannages pour que les personnes participant aux recherches puissent le faire avec des véhicules en bon état et du mieux possible. Et on faisait des rotations dans l'entreprise. Voilà, on a fait du mieux qu'on a pu pour satisfaire tout le monde en des temps qui étaient pas faciles et on a dû s'adapter et improviser. Mais je pense que on a tenu le coup et on a essayé de rester le plus longtemps possible ouvert. Merci. Quelles conséquences cette épidémie a eu sur votre entreprise? Évidemment, on a dû mettre en pause certaines activités de l'entreprise, notamment, comme vous le savez, le Zombicar fait de la vente de véhicules d'occasion, donc toute cette partie-là, on l'a mise en pause pour se concentrer sur les recherches et la réparation des personnes effectuant ces recherches. Également, nous n'étions plus en capacité de nous produire du matériel de réparation. Du coup, c'est pour ça qu'on a dû faire un peu les choses au ralenti, mais du mieux possible. En plus, il y avait la pénurie d'essence, donc on a dû économiser un peu comme tout le monde et s'organiser au mieux pour faire notre travail du mieux possible. C'est-à-dire que on a autorisé les employés à utiliser notre réserve d'essence et d'électricité dans nos bornes pour que tout le monde puisse utiliser les pompes publiques, ceux qui n'avaient pas accès à leur pompe entreprise. Ouais, on a fait au mieux, vraiment. C'est évidemment les finances, c'est pas notre meilleure semaine, mais finalement, on est tous en vie. Donc c'est un petit peu ça le principal et on a tous participé à la cause du mieux qu'on a pu. C'est ça le principal. Et la solidarité a été très forte. Donc voilà, c'est très bien. Merci. Comment gérez-vous maintenant l'après-crise? L'après-crise, on a repris peu à peu nos activités, c'est-à-dire que ce soit les livraisons en supérette pour les employés qui sont évidemment tous vaccinés maintenant. On a repris également la vente de véhicules. On reprend nos activités petit à petit. On a refait des commandes et tout. On essaye doucement mais sûrement, les employés ont aussi besoin de se reposer un peu et ils ont envie également de pouvoir retravailler un peu comme avant, j'ai envie de dire, même si je pense qu'on n'oubliera pas cet épisode de sitôt. Mais oui, ça reprend lentement mais sûrement. Donc, vous avez pu retrouver un fonctionnement normal? Le fonctionnement est revenu à la normale, tout à fait. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Martin, pour vos réponses. Je vous en prie, merci à vous. Et vous avez fait un travail formidable. Merci à vous, le Weasel, ainsi que tout le personnel médical. Vraiment, ils ont été extraordinaires et on les remercie jamais assez. Donc, je le fais. Et bonjour, bienvenue sur le Weasel News. Aujourd'hui, nous retrouvons Monsieur Chin, patron du Belize, pour lui poser quelques questions. Bonsoir, Monsieur Chin. Et bonsoir. Globalement, on souhaiterait savoir comment est-ce que vous vous êtes organisé du coup pendant l'épidémie du GAL 21. Nous, de prime abord, on a eu quand même une employée qui a été affectée assez tôt, donc on a été relativement inquiet là-dessus, donc on s'est fort concentré, je dirais un peu sur elle, tout en gardant le Belize ouvert pendant les premiers jours. Pendant vraiment l'épidémie en elle-même, au début, on a gardé, je veux dire, une situation normale, un rythme normal, en gardant le Belize ouvert au maximum, tout en ayant évidemment les customisations fermées, parce que c'était pas vraiment l'objectif. L'objectif était surtout de réparer premièrement les services publics, éventuellement les entreprises qui travaillaient encore, et ainsi que les particuliers. Dans les derniers jours, plutôt lors des missions, là par contre on a appliqué tout à fait autre chose, c'est nous qui nous sommes déplacés sur les différents lieux et centres de soins afin de réparer directement les véhicules sur place. Peu importe les véhicules. On avait aussi stoppé totalement la facturation, parce que s'embrouiller avec du papier, des factures, etc. dans une situation comme ça, c'était pas du tout l'objectif de gagner de l'argent. Donc voilà, nous on s'est plutôt mis au service de tout le monde, comme à chaque fois, tout en effectuant le maximum de recherche et de missions pendant tout cet événement un peu particulier. Ok, et du coup, quelles sont les conséquences que ça a eu? Vous avez parlé notamment de facturation ou notamment des kits. J'imagine que ça a eu un impact. L'impact, c'est que nous, effectivement, en termes de réapprovisionnement, on pouvait plus se réapprovisionner. Donc, on avait le stock qu'on avait lorsque la coupure de courant total a eu lieu. Au vu de la situation, ayant déjà connu des situations un peu critiques dans les années précédentes, on avait pris un peu d'avance en faisant un peu plus de stock qu'à l'habitude, ce qui nous a permis de tenir, tout en faisant un rationnement, évidemment. Les véhicules qui étaient complètement détruits ou les personnes qui faisaient simplement pas attention, à un moment, n'avaient qu'à s'en prendre qu'elles-mêmes et se retrouver avec un véhicule qui était bloqué. Donc, généralement, la plupart des citoyens ont un, deux, voire plusieurs véhicules, donc c'était pas vraiment problématique. On a quand même fait des efforts pour les personnes qui disaient, c'est mon seul véhicule, maintenant je suis à pied, on a pris un peu plus de temps à réparer, mais on les a fait. Mais oui, ça a été très compliqué de rationner un peu, je veux dire, le matériel qu'on avait, tout en se disant, il nous en faudra toujours, quoi qu'il en soit, pour les services publics.
Les médecins ne pouvaient pas être à l'arrêt, ni les forces de l'ordre. Hein. On a pu le voir, il y a eu quand même quelques agressions, etc. Donc, ils ne pouvaient pas être à l'arrêt. Oui, bien sûr. Ok. Et du coup, maintenant que l'épidémie est finie, comment est-ce que vous gérez l'après? Directement, nous, ce qu'on avait eu peur, c'est qu'il y a un gros rush, hein, que ce soit des entreprises ou même des particuliers. D'ailleurs, on a eu quelques appels demandant des réparations de flotte de 8-10 véhicules à domicile, ce qu'on a refusé. Hein. Pour commencer, les réparations se faisaient ici. J'ai préféré garder toute l'équipe présente ici sur le parking pour pouvoir absorber. Heureusement, je pense que pour une fois, tout le monde a été relativement intelligent et sont venus un peu au compte-gouttes, etc. Donc, je pense qu'on a su absorber tout ça. Maintenant, on n'est pas à l'abri, je pense, d'un gros coup de rush demain ou même dans le courant de la semaine, parce que je l'ai pas encore vu. Effectivement, il sera possiblement moins gros que ce qu'on aurait pu prévoir, mais je pense que le rush va arriver demain. Hein. Clairement, les personnes qui sont parties en week-end, etc., demain vont débarquer avec leurs 12 véhicules, mais on gardera de toute manière la même optique, ce sera non. C'est-à-dire toutes mes équipes sont briefées, sont prêts à absorber ce rush et fermer le béni si nécessaire ou renvoyer les gens chez eux s'ils ont des véhicules vraiment trop détruits, etc. Le tout, c'est de nous préserver avant tout. Ouais, j'imagine. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez pu retrouver un fonctionnement normal, même si du coup vous anticipez un peu ce rush-là? On a pu refaire notre stock